Ok. Euh, Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on fait la présentation des activités de robotique au CATI. J'ai beaucoup trop de slides. C'est à peu près fait exprès. Certaines slides ont un intérêt plutôt documentaire que de support de présentation. Donc, sur certaines, j'irai très très vite. Et si jamais il y a quelque chose qui vous attire l'œil, ben, vous nous poserez des questions à la fin. Je dis nous parce que il y a Sébastien Lotti, que bon, vous connaissez probablement, mais qui est manager de l'unité système cyberphysique. Et Bonjour. sinon, si pendant l'enregistrement, ultérieurement, vous voulez revoir un détail d'une slide, qu'au moins elles existent. Donc l'idée là, c'est que je vais faire une présentation rapide de la structure. Je vais faire un zoom sur les projets en robotique qu'on a pu faire. Et après, je vais discuter un peu plus technique, les axes majeurs que l'on développe. Voilà. Là, il y aura des vidéos, ce sera un peu moins pénible. Alors rapidement, le CATI, c'est Centre de transfert technologique. On est une quarantaine de personnes, on fait une cinquantaine de projets par an, créés fin 2014, et c'est une association. Voilà. D'un point de vue mode de fonctionnement, il y a principalement des projets de recherche, des projets de transfert et des plateformes technologiques dont je vous parlerai rapidement après. D'un point de vue TRL, donc, où c'est de la recherche abstraite et je ne sais plus quel est le dernier chiffre, 9 probablement, c'est un produit industriel fini. On est entre 4 et 7. Alors, je pense qu'il y a des cas où on est allé un peu plus haut et un peu plus bas, mais l'idée, c'est ça, ce qui est normal pour une structure qui fait du transfert. Je vous mets cette slide-là, c'est les gens qui sont en haut de la hiérarchie. Peut-être que vous connaissez quelques têtes. Bertrand, directeur, les 3 managers du T. Marc, je crois qu'il est connu un peu de partout. Bon. En tant qu'association, on a des adhérents et des partenaires. Voilà, on est trop fort. D'un point de vue un peu plus pratique, et quelque chose qui, je pense qu'il faut retenir sur la structure de CATI et qui, à mon avis, en fait sa richesse, c'est la forte pluridisciplinarité technique qu'il y a dans la structure. Grosso modo, il y a une équipe d'électroniciens, à peu près une dizaine de personnes à chaque fois, une équipe d'informaticiens et une équipe qui fait du factoring. Je vais rentrer un peu dans le détail de cette équipe-là pour que vous voyez le genre de profil qu'il y a. Mais ça donne un foyer technique qui, à mon avis, est assez rare et dans lequel il est très agréable de travailler. J'espère que ça transpirera dans les éléments techniques qu'on a fait en robotique. Alors en plus, chacune de ces unités-là, chacune de ces équipes a sa plateforme. Alors là, ça se veut plutôt vers le vers le haut des TRL du coup. Qui se veulent libres, ouvertes, concrètes, pratiques et complémentaires. Super. En pratique, Citron, c'est probablement la plus connue, la plus mature d'entre elles. C'est des cartes électroniques qui ont comme volonté de permettre le passage du prototypage à l'industrialisation. Donc on pense que là, il y a une place pour une solution comme ça. Vanilla, c'est une mise à disposition de puissance de calcul, typiquement pour faire de l'IA. Et Pitch, c'est de l'évaluation comportementale. C'est probablement la plateforme la moins mature, donc je ne pense pas que vous en ayez entendu parler pour l'instant. Mais c'est en train de sortir. Derrière ces plateformes-là, il y a une volonté de créer un écosystème, et même idéalement qu'au bout d'un moment, ça tourne sans le CATI, que ces outils-là soient utilisés. Dans cette veine-là, l'effort CATI Robotics, la participation à la Robocop Atom, dont je vais vous parler ensuite, est présenté comme un démonstrateur. On utilise notre robot pour mettre en avant les choses qu'on fait dans les différentes unités. Je zoome rapidement sur l'équipe système cyberphysique, donc gros, ce que j'ai appelé grossièrement les électroniciens tout à l'heure. Donc moi, je suis dans cette unité-là. Voilà, il y a des gens qui font de l'électronique de barbu, donc des cartes, du routing, électronique analogique, plutôt de système embarqué ici, quelques aliens qui font de la robotique, un peu de sécurité, de l'IoT, de la communication, de la gestion d'énergie et des capteurs. Donc, ce que nous, on tag robotique, c'est qu'une petite partie de l'équipe. En réalité, la robotique, enfin, ce dont on a besoin pour faire de la robotique, ça touche à tout ça. Même ça touche à des compétences qui sont dans les autres équipes. Quelques projets qu'on a fait en robotique, là, la majorité sont liées aux compétences électroniques de
de l'équipe, sans surprise. On a participé aux cartes électroniques de la SSL, dont la V0 a été faite par Grégoire. On a participé à l'électronique d'Ultraman. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais le droit de mettre cette photo. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi, les gars, pardon. On a participé avec P' à l'électronique de Septemin, Scan. Nimblebot, je ne sais pas à quel point il y a encore de la com sur ce robot, mais c'est un bras serpent très, très marrant. Pareil, là, c'était l'électronique de contrôle. Et MMT, c'était un projet, là, pour le coup, de navigation autonome dans le cadre d'un grand hangar où il fallait pouvoir avoir un robot qui se balade et qui détecte des avions, les reconnaisse et les localise en disant que le Rafale numéro tant, il est à telle position, il lui manque un bout d'aile, ce genre de choses. Il y a un projet que je n'ai pas mis qui est un projet avec des cartographes. Sébastien, de moi c'est pas là. Tu m'as trahi. Je suis là, mais j'ai mon micro qui est découpé. Ouais. Avec Geosat. Geosat, voilà. Geosat, donc c'est des cartographes. Et l'idée, c'est de traiter des flux de données très denses avec de lidar et puis d'autres informations et essayer d'améliorer l'odométrie du véhicule. C'est un camion qui se balade avec ces capteurs-là pour recréer une carte 3D fidèle. Voilà. Le projet qui a été le plus structurant sur les activités robotiques, c'est la participation à la Robocop Atom. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai quelques slides dessus rapidement après. On a commencé cet élan-là en 2018. Et en 2019, on a fait nos premières compétitions. On a eu des bons résultats. Compétition internationale, on a fait 2e à la compétition européenne, 3e à la compétition mondiale. Et bon, en 2020, on avait prévu de tout casser à Bordeaux, mais il y a eu le Covid et du coup, pour l'instant, c'est repoussé. Ceci étant dit, là, en 2021, donc là, dans 3 semaines, il y a une version virtuelle de la compétition Atom qui aura lieu et on va partir. En parlant de Robocop, alors je ne vous fais pas une présentation dessus, je pense que vous êtes au courant pour la majorité, c'est un gros événement de robotique. Et nous, par opposition aux ligues de soccer, où l'environnement est plutôt simple, mais le gameplay est complexe, la ligue Atom prend une position un peu opposée. Hein. C'est que l'environnement est complexe, c'est celui d'une maison standard, où rien n'a été fait exprès pour aider le robot, mais on demande des tâches plus simples, comme d'attraper un objet, comme aller à la porte et discuter avec quelqu'un. Alors, simple, plus ou moins, hein, il y a plein de sujets là-dedans qui sont complètement ouverts d'un point de vue recherche. Mais dans les grandes lignes, c'est un peu la philosophie de la ligue. Alors là, il n'y a pas que des photos d'Atom. Hein. Atom, c'est ici en bas à gauche. Là, c'est Rescue. Là, c'est At Work. Là aussi, je crois. Donc, mais c'est des ligues qui partagent un peu un code génétique. Alors, Rescue, c'est encore un ovni. Le fantasme derrière cette compétition-là, Atom, c'est d'avoir un robot majordome à la maison. Un robot qui, sans avoir à former l'utilisateur, lui est utile. D'ailleurs, ce qui a lancé cette ligue, c'était d'abord de faire un robot d'assistance pour les personnes âgées. Il doit être capable de manipuler les objets, d'effectuer les tâches ménagères, et la ligue est subdivisée en 3 catégories. 2 qui utilisent des robots standards. Donc, les ligues standards à la Robocop, c'est les ligues où le robot est figé et on n'a pas le droit d'y toucher. On ne peut pas faire de modifications physiques dessus, comme changer un capteur ou changer la puissance de calcul. La raison pour laquelle il existe des ligues comme ça, c'est parce que c'est hyper pratique pour partager du code. Même dans les règlements de ce genre de ligue, souvent, ils demandent aux champions de l'année d'avant de rendre son code open source. Et du coup, ça, d'un point de vue évolution de l'état de l'art, évolution des techniques, c'est super. Parce que le code est directement transposable pour les autres équipes, puisque c'est le même hardware. Ça amène d'autres complexités. Hein. C'est que des fois, on est limité par ce hardware. La puissance de calcul qui était bien il y a 3 ans, 5 ans, devient complètement obsolète maintenant. Et on aimerait juste pouvoir mettre un nouveau PC dessus. Et ça, bon, c'est l'inconvénient de ces ligues-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des ligues open. Et nous, on participe à la ligue open pour éviter ces problèmes-là, mais aussi parce qu'on voulait pouvoir innover et rajouter de l'expertise côté ELEC, MECA,
capteurs. Donc les 3 ligues, c'est quoi? C'est la ligue plutôt social platform avec un Pepper, robot complètement horrible. La domestique standard platform avec le robot Toyota, j'ai eu des bons retours de ces robots-là. Et nous c'est l'open platform où là, chacun vient avec le robot qu'il veut. On peut même aller en open platform avec un des robots, soit le Pepper message le déconseille, ou sinon le Toyota. Voilà. Nous, on a pris un Tiago qu'on a au fil des années modifié. Je vais vous parler de ces modifications-là. Okay. C'est quoi les objectifs de la compétition? Eh bien, de faire avancer l'état de l'art, mais vers des applications qui soient utiles. C'est une ligue qui se veut orientée vers un goal qui est plus proche que, par exemple, celle du soccer, où on se dit, OK, en 2050, on réussira à battre des humains au foot. Là, non, il n'y a pas de date, mais l'idée, c'est que plutôt que ça, on arrive à faire des tâches qui soient utiles. En vrai, on en est assez loin, mais les briques technologiques qu'il faut pour atteindre un robot de service général qui fait tout, elles sont déjà utiles maintenant. Et c'est pour ça qu'on peut en faire des projets qui sont financés par l'industrie. Par exemple, la navigation autonome, complètement nécessaire pour un robot de service et complètement utile dans différents domaines de l'industrie. D'autres objectifs de la compétition, c'est de réunir et stimuler une communauté et de convaincre le public. Ça, c'est plus ou moins nécessaire selon les pays. Mais nous, j'ai l'impression que ça s'améliore en France, hein, mais le fait de convaincre que la robotique, c'est pas juste un ennemi qui vient nous voler nos boulots, c'est une des missions affichées de la Ligue. D'un point de vue plus technique, les capacités visées, c'est typiquement des capacités de perception. Il faut savoir reconnaître des visages, reconnaître des objets, les localiser, voire même avoir une compréhension de scène, savoir qu'on est dans une cuisine, qu'on est à l'extérieur de l'appartement, ce genre de choses. Donner du sens à l'environnement. Avoir une interaction naturelle avec un public non expert, typiquement à travers de la commande vocale, donc ça nous amène vers le langage naturel, et toutes les briques de NLU. La navigation autonome en environnement inconnu et dynamique, donc on peut cartographier un peu, mais les objets peuvent bouger, il y a des gens qui peuvent marcher, et en aucun cas il doit y avoir collision. Et idéalement, le robot doit arriver à destination quand il arrive. Manipulation d'objets, il faut pouvoir attraper les objets, pas toujours connus à l'avance, les déplacer sans les casser, et idéalement les avoir reconnus à l'avance pour pas pouvoir faire n'importe quoi avec. Et une dernière capacité qui est assez peu développée, c'est ce qui s'appelle l'intelligence d'ambiance. Il s'agit de pouvoir interagir avec l'environnement, mais d'un point de vue plus machine-machine. Un peu comme R2D2 dans Star Wars, qui de manière magique se connecte à un PC, puis de suite il a accès au réseau, il a ouvert les portes, ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est pas encore très, très développé. Pour illustrer un tout petit peu, des tâches qui sont considérées comme difficiles pour un robot de service, et dans cette ligue en particulier, ce serait préparer un repas, gérer des objets qui sont brillants ou transparents, pousser une chaise roulante, tenir une conversation libre, ranger un lave-vaisselle et donner un sens sémantique à un environnement inconnu. Alors, on peut imaginer pour chacune de ces tâches difficiles des façons de les rendre plus douces, et c'est ce qui est fait. En fait, les épreuves de cette compétition-là, c'est de se dire, OK, on aimerait que le robot puisse préparer un repas, mais on ne va pas le faire manipuler des liquides et du feu, et tout ça, c'est trop compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier, on va définir une zone dans laquelle il y a des ustensiles à attraper, et son objectif, ça va être de mettre la table, et de mettre quelque chose qui remplace de la nourriture, mais qui est manipulable par le robot sans être trop pénible à gérer pendant une compétition. Et si tout ça c'est bien positionné, on compte les points. Voilà, c'est fait avec les mains, ce que je dis, mais l'idée des épreuves, c'est ça. C'est d'aller le plus loin possible vers une tâche qui soit vraiment utile et qui soit difficile, sans perdre toutes les équipes. Et donc, d'année en année, comme dans toutes les ligues, il y a une adaptation des règles pour pousser vers ce qu'on pense être nécessaire dans l'évolution technique. Alors, je vais répondre à une question qui probablement vous posez. Pourquoi est-ce qu'un centre de transfert technologique s'est intéressé à cette compétition-là? Pourquoi est-ce qu'on a participé à la Ligue Atome? Eh bien, déjà, les compétences techniques qu'il faut pour y participer sont au cœur de sujets technologiques qu'on pense être pertinents en tant que transfert technologique. J'ai donné l'exemple de navigation autonome, c'est vrai aussi pour le grasping, c'est vrai aussi pour la perception.
c'est vrai aussi pour le NLU. Toutes ces tâches, toutes ces briques technologiques, on voulait pouvoir se positionner dessus pour pouvoir faire du transfert. En plus, c'était une super excuse pour faire un projet interdisciplinaire au CATI, parce qu'on a dit qu'il y avait plein de profils différents, mais c'est pas pour autant qu'on arrive à les faire travailler ensemble sans qu'il y ait un projet qui les unifie. Là, c'est le projet rêvé pour faire travailler des gens qui, naturellement, n'auraient pas travaillé ensemble. Ça nous permet d'être en contact avec une communauté d'experts. Hein. C'est chaque fois hyper enrichissant d'être avec les 10 autres équipes et discuter, participer aux différents forums, présenter nos travaux. C'est aussi un benchmark qui est difficile, mais qui est valorisable. Si on fait un bon résultat à la Robocop, et bien, quand on répond à un projet après, quand on discute avec un potentiel prospect, on peut leur dire, voilà, nous, on a fait une brique de NLU, avec une brique de navigation autonome et un peu de grasping, et ça marche, c'est robuste. Dans un environnement qui est difficile, qui est celui de la Robocop, qui est connu, qui est impartial, on a réussi, voilà une vidéo. Donc ça permet de mettre du poids sur des réussites techniques. Et donc notre volonté là-dedans, mais je pense que j'ai déjà dit, c'est de construire ce que nous on appelle des briques technologiques pour faire du transfert technologique. Grosso modo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, notre responsabilité, ce n'est pas de dépasser l'état de l'art, c'est de comprendre assez bien un domaine, savoir exécuter ce qui se fait à peu près à l'état de l'art, ou en tout cas assez mature, pour en faire quelque chose d'utile dans un projet. Et quand ça, c'est mature, et qu'on sait le faire, qu'on sait se projeter dessus, qu'on sait le documenter, le partager, on appelle ça une brique technologique. Et enfin, c'est un vecteur de visibilité. Alors, quelle était notre approche pour y arriver? J'ai un peu dit, mais on a une approche que j'appelle opportuniste, au sens où le but, c'était pas de traverser l'état de l'art, de faire quelque chose de novateur. Alors, on a pu innover, mais encore une fois, ce n'est pas notre responsabilité. On n'a jamais fait le pipeline d'écrire un papier, de publier, tout ça. Et la rigueur qui va avec, c'est pas ce qu'on fait. Par contre, la stratégie, là, c'était dans chacune des dimensions techniques, absorber l'état de l'art, comprendre comment ça fonctionne, voir qu'est-ce qui, d'un point de vue implémentation, existe, les libres, et faire de l'intégration. Ça a surtout été un challenge d'intégration. On a fait des collaborations locales, hein, principalement avec l'environnement régional, et on a fait maturer là où ça faisait sens. Quand je dis qu'on fait de l'innovation opportuniste, c'est que par moment, une fois qu'on a le truc sous les yeux, qu'on est en train d'avancer, on se dit, attends, on pourrait faire ça. Et par exemple, j'ai un collègue qui a quantifié un réseau neuronal pour faire une détection de visage qui prend moins de ressources. Voilà. Par exemple, ça, je pense que ça aurait pu être publié. On n'a pas fait tout le pipeline qui allait avec, mais voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de publication qu'il n'y a pas possibilité de faire de l'innovation et de le valoriser aussi. Parmi les choses qu'on a faites, je vais commencer par les modifications hardware. En collaboration avec nos équipes de facteurs humains, on a décidé de refaire la tête du robot. Alors, je vais peut-être me faire engueuler pour avoir choisi cette photo-là qui n'est pas la plus avantageuse du robot. Mais déjà, on a corrigé un problème structurel. En gros, le coup était mal fait et les moteurs surchauffaient dès qu'on mettait du poids sur la tête. Donc ça, on a modifié ça. On a intégré de la puissance de calcul locale, hein, bon, c'est une Raspberry Pi, mais qui permet d'exécuter les algos de NLU. Quand je dis NLU, c'est penser langage, comprendre ce que les gens disent, transformer ça en mots, puis transformer ça en sens, et puis après répondre. On a intégré le microphone qui n'est pas sur la photo, c'est un microphone Rode. Hein. On a rajouté une tablette qui permet de faire de l'interaction et des LED. Ici, là, vous voyez là, c'est des bandeaux de LED. Et on a rajouté des sourcils et une bouche qui, en fait, pour pas cher du tout, permet de suite d'émettre une énergie, enfin une émotion. Pour l'instant, ça ne peut pas bouger, mais on sent bien qu'un jour ou l'autre, on fera des sourcils qui bougent et une bouche qui peut bouger. Et c'est assez fou à quel point un tout petit peu coûteux, aussi simple, transmet une émotion. D'ailleurs, c'est un des sujets d'étude de l'équipe Factor. En particulier, on a fait des travaux sur les LED, alors sur la tête et aussi sur la base du robot. Et en tout cas, moi, j'étais assez impressionné de voir à quel point on pouvait communiquer à travers ça.
On peut jouer sur la couleur, on peut jouer sur l'intensité, on peut jouer sur est-ce que ça oscille ou est-ce que c'est continu, sur le sens de déplacement quand on a un bandeau, est-ce que ça part dans les deux sens, est-ce que ça fait un cercle, est-ce que ça bouge dans tous les sens. Et il se trouve que il y a des comportements là-dedans qui sont assez intuitifs. Là, j'aurais du mal à rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, du rouge clignotant, c'est pas bon. Un vert continu, c'est que ça se passe plutôt bien. On retrouve ce genre de code dans les bras Kobo, par exemple. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut améliorer la prédictabilité de notre robot? Un truc dont on s'est rendu compte pendant les Robocop, il y a des épreuves où on peut faire venir, plutôt que de faire venir un arbitre pour interagir avec le robot, on peut prendre un pari qui est un peu risqué, mais qui rapporte plus de points quand ça marche, c'est de prendre une personne au hasard dans le public et de le faire interagir avec notre robot. Alors, c'est risqué parce que déjà, c'est une compétition internationale, donc potentiellement, c'est une personne qui ne parle même pas très bien anglais ou qui parle avec un accent. Et les arbitres, ils sont tous très familiers avec le fonctionnement d'un robot. Ils sont plus facilement, ils s'adaptent plus facilement au fonctionnement du robot. Quand on prend une personne au hasard dans le public, c'est au petit bonheur la chance. Nous, on l'a fait plusieurs fois et ça a marché, mais on a appris de l'expérience. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il était hyper important de soigner le délai qu'il y a entre le moment où la personne pose une question ou donne une information au robot et le moment où le robot, par quelque moyen que ce soit, signale qu'il a l'information. Nous, par exemple, dans le premier pipeline, on avait beaucoup de délais. Donc, ça faisait une interaction du genre la personne qui dit robot, passe-moi une banane. Et le robot restait immobile comme ça pendant 5 secondes avant de répondre, avant de faire quelque chose. Et du coup, la personne qui n'est pas du tout habituée, eh ben, elle se met à répéter. Et puis là, la reconnaissance vocale essaie de récupérer un bout de son de nouveau et ça fait n'importe quoi. Dès qu'on a rajouté un signal sonore qui dit « Ok, j'ai compris ce que tu dis » ou un signal visuel qui dit « Ok, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire », l'interaction est devenue beaucoup plus naturelle. D'un point de vue un peu plus proche de la recherche, le fait d'améliorer la prévisibilité, prédictabilité des mouvements, notamment quand on se projette dans un déplacement de bras, dans un contexte Kobo, où il peut y avoir des déplacements qui seraient dangereux. Ça, c'est une approche qui nous intéresse. On a répondu dans ce sens-là à plusieurs projets, et on avait le plan d'en faire un test à vocation d'être publié dans un papier avec l'équipe Facteur Humain sur le robot, en prenant des étudiants de l'ENSERP qui viendraient interagir avec le robot et voir à quel point la personne est surprise ou pas des déplacements du robot. Ça a été mis en pause à cause du Covid, mais c'est pour vous dire que c'est une veine de sensibilité chez nous. Parmi les autres modifications hardware, on s'est fait notre penseur custom. On a eu une épreuve où, par manque de feedback dans l'appréhension, on n'a pas su qu'on avait attrapé l'objet. On a perdu des points comme ça nous a traumatisés, enfin, moi surtout, je crois. Et bon, on avait déjà une sensibilité sur tout ce qui est préhension molle. On avait testé des préhenseurs, ce qui s'appelle un préhenseur universel, c'est le truc avec des grains de café, là. On a acheté un préhenseur pneumatique flexible, comme ça. On a sur notre Dozan, on a un Dozan M0609. Et on s'est fait un préhenseur custom. On a convergé vers une pince classique, à translation comme ça, avec une captation de force sur les doigts, plus une ventouse. Donc là, on a intégré un tuyau qui passe dans le bras du robot et la pompe qui est cachée dans le corps du robot. Donc voici une vidéo de à quoi ça ressemble. Ça, c'était Raphaël Brest, qui était en stage chez nous l'année dernière, que je sais que certains connaissent parce qu'il était en stage dans l'équipe Octus l'année d'avant. Donc là, on voit ça c'est le bras du Thiago. On le voit attraper un objet simple et les capteurs de force qui s'activent. C'est utile pour plusieurs raisons. Déjà, on peut savoir quand on a attrapé quelque chose ou pas. C'est une confirmation qui est importante. Et ensuite, ça permet de faire un asservissement de force pour ne pas écraser des objets qui sont fragiles. Donc là, on fait une démonstration où on voit toute la gamme de force qu'on peut mettre avant d'écraser le verre sans qu'il tombe. Il y a des objets qui s'attrapent mieux avec une ventouse à aspiration, c'est une ventouse active,
qu'avec une pince. Par exemple, imaginez une table où il y a une feuille ou quelque chose de très fin comme ça, eh bien, c'est trivial avec une ventouse, c'est difficile avec une pince. Dans une des épreuves de Robocop, typiquement, on doit attraper des assiettes en plastique. Eh bien, là, avec une ventouse, c'est trivial. Aussi, la ventouse permet d'attraper des objets qui sont étonnamment lourds. Ça pesait, je ne sais plus exactement, mais la boîte était remplie. Et bon, en tout cas, moi, j'étais surpris de voir à quel point on pouvait porter du poids avec un setup qui n'était pas si contraignant. Yep. D'autres modifications hardware, on a fait un support mécanique dans le dos du robot qui nous a permis de rajouter une batterie externe parce que, mine de rien, ce qui est limité d'un point de vue énergétique, ce n'était pas la batterie du robot parce qu'il a deux grosses batteries de vélo électrique, c'est plutôt la batterie du laptop. C'est un peu triste, mais bref. Ça permet aussi de mieux travailler, de poser le PC comme il faut. On a rajouté un GPU intégré au robot. C'est une NVIDIA Xavier. En gros, dans nos solutions, dans les algos qu'on a mis en place, il y a plein de réseaux neuronaux. Et au point que l'exécution sur même un laptop puissant, c'était insuffisant. Donc, il y a tout un jeu de distribution de la puissance de calcul. Il y a le PC qui est déjà un PC assez puissant dans le robot. Il y a une carte graphique sur le côté. Il y a, je sais plus, au moins 3 Raspberry Pi un peu de partout. Il y a le PC portable que l'on pose dessus. Et voilà. Sans compter à l'intérieur tout ce qui est firmware auquel on a plus ou moins accès dans le robot. Ensuite, là, j'ai fini pour les modifications hardware. Je vais parler des autres dimensions techniques. La première dimension qu'on a creusée, c'est la navigation autonome. Un des sujets centraux en navigation, c'est le SLAM. Le SLAM, c'est un problème marrant parce que c'est un problème qui, à première vue, se mord la queue. Okay, quand on veut pouvoir cartographier et se localiser en même temps. Et je vous le fais rapidement, mais grosso modo, quand on connaît une carte, alors on peut se localiser. Okay, donc on regarde la carte, on se balade avec le robot, on compare ce que disent nos capteurs et ce que dit la carte, on se dit ok, je suis là. À l'inverse, si je sais où je suis, par exemple, il y a une caméra fixe qui me géolocalise, et bien je peux utiliser mes capteurs pour, au fur et à mesure que je me déplace, créer une carte. On fait de la cartographie. Mais faire les deux en même temps, ça c'est difficile. Mais à première vue, c'est un problème de fait de la poule. En réalité, on y arrive, et depuis quelques temps maintenant. C'est un sujet qui a été pas mal actif depuis une vingtaine d'années, je dirais. Et on a, mais un peu plus, on a des libs robustes, open source, avec des papiers documentés, qui donnent d'excellents résultats. Donc nous, c'est la première chose qu'on a absorbée. Rapidement, pour illustrer, ça, c'est les couloirs de l'ENSERB. Pour ceux qui connaissent, grosso modo, c'est des couloirs qui font 40 mètres de long. Quand on prend un petit robot comme le Turtlebot, c'est ça. Donc, vous voyez la taille des roues, hein, c'est ridicule. Quand on fait ça sur le tour de l'étage et qu'on fait une cartographie naïve qui compte uniquement sur l'odométrie et qui colorie la carte au fur et à mesure basée sur les informations du lidar, on obtient ça. Alors déjà, c'est excellent. Un petit robot comme ça, je n'aurais jamais cru que l'odométrie était si bonne. Sur le Tiago, c'est un peu moins joli, mais bon. Quand on rajoute un algo de SLAM, on obtient ça. La carte est complètement corrigée. Là, on sent bien qu'on pourra faire de la navigation autonome dedans. Et bon, je vous passe les tailles, mais ça, c'est la carte de gauche, c'est avec le Turtlebot. La carte de droite, c'est avec le Tiago. Et la conclusion de ça, c'est que au-delà de la qualité de l'odométrie, qui était en fait meilleure sur le petit robot, c'est la qualité des capteurs qui prime. Et bon, il faut bien tuner l'algo, mais ça, c'était pareil de l'autre côté. C'est la qualité des capteurs qui prime. Donc, avec un bon lidar, on obtient une excellente carte à droite où il n'y a aucun problème pour se localiser ou pour faire de la navigation autonome. Alors, le SLAM, ce n'est pas la seule dimension en navigation. Il faut savoir chercher un chemin, éviter les obstacles qui sont dynamiques. Ces problèmes-là sont plus ou moins résolus. Faire une recherche de chemin sur une carte donnée, c'est un problème complètement résolu. Gérer le local planner, c'est un problème qui est ouvert dans le cas général, mais qui dans les cas simples se plie sans problème. Donc nous, on a une base différentielle, ça ne pose pas vraiment de problème. Et puis après, il y a un peu d'expertise sur comment est-ce qu'on gère le fait que les objets sont plus ou moins gonflés, le fait qu'il y a une notion de mémoire quand une porte est fermée
le robot il doit essayer de chercher un nouveau chemin, mais est-ce qu'il doit retenir que la porte est fermée indéfiniment? C'est-à-dire, est-ce que les modifications qu'il observe pendant son déplacement deviennent statiques ou pas? Bon, bref, il y a plein de sujets intéressants dans la navigation. Je ne dis pas que c'est un sujet qui est complètement résolu, mais ça marche. Ça marche plutôt bien. Dans les cas normaux, c'est-à-dire un sol plat, pas de miroir, pas trop de trous, ça marche bien. Rapidement, un des sujets qui peut être difficile en navigation autonome, c'est de faire un assemblage de capteurs qui permettent de ne pas se prendre des obstacles. Par exemple, une table, c'est un obstacle qui est difficile, parce que le LiDAR, par défaut, qui est le capteur principal en navigation, ben, il va voir, ce que vous voyez là à droite, il va voir des pieds. Donc, l'algo de path planning, si on lui donne ça comme input, ben, il va demander au robot de passer entre les piliers, ce qui va nous faire prendre la table. Donc, on sent bien que là, on a un défaut de captation. Donc, ce qu'on a fait, ce qui est classique, c'est de rajouter une caméra RGBD qui était déjà dans la tête du robot, mais de la rajouter dans la captation de navigation. Donc, l'algo, c'est très simple. On prend le nuage de points sorti de la caméra. On considère que ce qui pourrait créer une collision, donc ce qui est à hauteur de robot jusqu'au sol et sur une largeur qui est celle du robot à peu près, on projette ça au sol et on injecte ça dans le message de LiDAR. Donc en gros, on fait croire à la stack de navigation que le LiDAR était plus riche en informations que ce qu'il était. Donc à la place de voir ces quatre piliers-là, eh bien, le message qui va être reçu par la stack de navigation, ça va être un rectangle là, qui est la fusion des capteurs. Voici une vidéo de la première fois qu'on a exécuté cet algo-là sur le robot. Alors, je l'avance. Donc, d'abord, on demande au robot de passer entre deux piliers. Et là, on rajoute un obstacle qui est évidemment pas visible par le LiDAR. Et on demande au robot de repartir dans l'autre sens. Alors, c'est avec nostalgie que je montre cette vidéo parce que là, on était hyper précautionneux. Aurore, une collègue qui a bossé avec moi là-dessus, était derrière, appuyé sur le bouton au moindre truc. On avait mis de la mousse sur le bras, on faisait hyper gaffe. Maintenant, on regarde même pas ce que fait le robot. On a des centaines d'heures, je pense, de navigation sans la moindre collision. Voilà, là, ce qui s'est passé, c'est que la caméra a vu l'obstacle, on a fait l'algo en question, on l'a envoyé à la stack de navigation qui est visible sur mon écran un peu, et le path planning s'est adapté. Le robot a atteint sa destination. Bon, je montre une vidéo qui nous est pas hyper favorable, mais les débuts, ça ressemblait à ça. Autre sujet, alors là, on n'est pas allé bien loin, mais on utilise de la simulation, notamment pour les tests en grasping. En gros, on ne peut pas tout tester sur le robot, déjà parce que c'est lent, puis en plus, c'est potentiellement dangereux quand on n'est pas sûr de nos algos, comme je le montrais là juste avant. On préfère déverminer le code en simulation, c'est classique. Le problème de ça, c'est que la simulation multicontact est loin d'être suffisante pour qu'une approche qui fonctionne en simulation, on ait la garantie ou même la croyance que ça a marché en vrai. Bon, il y a tout un débat et une optimisation entre ce qu'on essaie de tester en simulation et ce qu'on teste en fait. Là, pour l'épreuve, pour la Robocop de 2021, on n'aura pas le choix, ce sera uniquement en simulation. Il y a tout un pan de nos travaux qui sont sur de la reconnaissance de posture, de visage, d'objets. Parmi les algos classiques qu'on utilise, on a entraîné YOLO. L'idée, c'est de pouvoir apprendre rapidement. Alors rapidement, il nous faut un jour quand même, d'apprendre des nouveaux objets. Je vais vous montrer un peu une plateforme qu'on a fait. En ce moment, plutôt que YOLO, on utilise Mask RCNN, qui, en plus de nous sortir la bounding box de l'objet, nous sort le contour. On a aussi des algos pour essayer de localiser l'objet. Alors, on ne localise pas encore en 6 dimensions, en X, Y, Z, roll picture. Je crois qu'en l'état, on a X, Y, Z et quelques informations de rotation, mais bon. La reconnaissance de personnes, il y a aussi une différence entre détecter un visage et le reconnaître. En fonction du besoin que l'on a, on va utiliser un réseau ou l'autre. Les avantages, c'est qu'ils sont plus ou moins consommateurs de ressources en mémoire et en puissance de calcul. Et il y a aussi un peu de reconnaissance d'émotion. Il y a une épreuve dans la Robocop où alors plutôt que d'émotion, il faut décrire une personne. Alors ça, c'est marrant. Quand il y a un réseau qui prend une photo et décrit une personne, ça fait toujours des scènes marrantes. On essaie de ne pas être vexant. Mais...
Rapidement, ça, c'est une plateforme que l'on a faite, assez simple, hein. L'idée, c'est d'avoir un fond vert, rotatif, dans lequel on met les objets qu'on veut apprendre. C'est Jérémy Quintin, le stage d'avant, Raphaël, qui a travaillé là-dessus. On détourne l'objet, et après, on l'injecte dans une base de données pour faire de l'apprentissage. Alors là, ça passe très vite, mais c'est pas si facile que ça de détourer sans que ça bave trop en vert, que les objets transparents fonctionnent, que même une tasse avec un trou dedans, ça marche. Voilà. Et donc l'approche ressemble à ça. On injecte ces images-là dans des images standards d'apprentissage. Alors là, ça a l'air un peu farfelu d'apprendre sur des images comme ça. Une des approches qui avait été testée, mais au final, ça marchait pas forcément mieux, c'était de poser les objets qui étaient détourés de manière le plus réaliste possible. Donc, moi, j'ai trouvé ça, à l'œil, en tout cas, ça avait l'air bien, hein. Des tasses posées sur une table. Là où ça marche pas très bien, c'est que les éclairages sont pas fidèles. On voit qu'il y a un truc un peu bizarre. Et c'est beaucoup plus coûteux à créer ce genre d'image que d'en créer plein comme ça. Et au final, ces réseaux-là convergent. Alors je dis ça, c'est pas non plus facile de les faire converger à chaque fois. Je parle comme si ça marchait à chaque fois. On y arrive, mais on galère. Voilà, pour être complètement honnête. Ah, je cliquais un peu trop vite. Voilà, parmi les trucs un peu marrants que Jérémy avait fait à l'époque, c'est de faire de la segmentation de plans basée sur caméra RGBD. Donc ça, c'est très utile pour aider la perception. En gros, quand on sait qu'on va attraper un objet sur une table ou sur des étagères, si notre localisation n'est pas centimétrique ou que l'environnement n'est pas complètement connu à l'avance, alors c'est pratique de se dire, ok, je vais détecter des surfaces et je vais les soustraire de ma perception, et ce qui reste, c'est les objets. Ça permet de robustifier les approches. Hop, quoi d'autre? Alors, côté NLU, Natural Language Understanding, c'est tout ce qui consiste à prendre du son en entrée, donner du sens à ce qui a été dit, et après l'accrocher avec une action. Là-dessus, au début, on prenait une brique Snips, la brique s'appelait Snips, qui était open et qui marchait plutôt bien. En cours de route, elle a été rachetée et est devenue propriétaire et fermée. Et je ne sais pas à quel point ça a été fait à cause de ça, ou c'était déjà en vrai, c'est déjà un peu dans les cartons, mais l'équipe que j'ai taguée comme plutôt informaticien ont sorti la brique Macarena. Donc, je vous mets un lien si vous voulez voir. C'est une solution FATCATI avec des réseaux neuronaux qui sont à la frontière de l'état de l'art, qui commence à bien marcher. J'ai eu une présentation il y a quelques mois, et les résultats en termes de nombre d'erreurs qu'il y a dans un texte donné, donc je crois que c'est les métriques classiques dans le domaine, était complètement comparable à l'état de l'art du domaine. Parce qu'en plus, on peut tuner ça, on peut créer le code qu'on veut là-dessus. Donc, je pense que dans pas longtemps, ça sera. Bon, c'est pas non plus une forme, mais c'est une réussite là, intégrative dont on est assez fier. J'ai pas de vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on fait une démonstration de ça, ça ressemble à du OK Google, hein, il n'y a rien de bien surprenant, mais le fait d'avoir la main dedans, c'est utile. Donc, voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien. Et enfin, du grasping. Alors, c'est un bras anti-gravité avec le full body control de PAL et le capteur de force et de couple qu'il y a dans le poignet. Ça ressemble à ça. On a fait quelques tests de Move It. Voilà, je pense que, en gros, soit ça c'est trivial pour vous parce que vous en avez déjà fait, soit vous n'avez pas trop fait de grasping. Pour dézoomer un peu, ça c'est un sujet qui est work in progress chez nous. Je dirais qu'on a un niveau en termes de savoir faire bouger un bras, que ce soit un bras Kobo ou le bras du Thiago, qui est de l'ordre de ceux des intégrateurs robotiques. Et on veut aller au-delà de ça. Donc, bon, on a fait ce que j'appelle des solutions plutôt out of the box, hein, du contrôleur Move It, du Full Body Control qui est une solution fermée, hein, on prend le soft et on l'exécute, qui venait avec le robot, et les outils classiques des bras Kobo, ils ont leur soft à eux. Je parle comme ça parce qu'on a volonté à aller plus loin. Notamment, on veut mettre les mains dans la couche contrôle du sujet. Et en ce moment, on creuse l'approche QP, donc, qui vous a déjà été parlé, enfin déjà été discuté, et on utilise le code d'Octus
équipe qui s'est montrée très volontaire à échanger avec nous. Sujet qui avance pas à la vitesse que je voudrais, c'est ma faute, je suis désolé. On met tout ça ensemble, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à ça. Hop. C'est l'épreuve Take Out the Garbage, où le robot a responsabilité d'attraper des poubelles et de les sortir. Les poubelles, la position des poubelles est à peu près connue, mais pas exactement. C'est-à-dire qu'il faut utiliser quand même de la captation pour les détecter. On a des points bonus si on arrive à sortir les 2 poubelles d'un coup. Alors je dis sortir, mais en fait il y avait un point où il fallait juste les déposer. Donc c'est accéléré x8, hein. C'est relativement lent, mais on a été l'équipe qui a de loin marqué le plus de points sur cette épreuve. Pour la petite histoire, et ça se voit je crois à la fin de la vidéo, on était sacrément soulagés et heureux que cette épreuve-là ait fonctionné. C'était à la Robocop 2019 à Sydney, et notre robot est arrivé scandaleusement en retard. On a raté quelques jours de compétition, et là, on venait de sortir le robot de sa malle sans avoir pu tuner, revérifier que tout marchait, adapté à l'environnement. Donc, quand cette épreuve-là a fonctionné, c'était un soulagement. J'étais tellement soulagé que j'ai quitté la présentation. Hop. Et sinon, j'ai une dernière vidéo qui montre des capacités un peu similaires, mais avec un peu plus de perception. Ça, c'était au Royaume-Uni, une compétition où on devait charger Alors, on recevait des ordres, une commande. Je veux du sel, je veux du miel, je veux des graines de je sais pas quoi. Et le robot devait attraper les objets dans des étagères et les ramener dans la cagette rouge. Voilà. Et ça, c'était la finale de l'épreuve. Alors, la vidéo est un peu plus longue. Je propose de la laisser en fond de tâche parce que de toute façon, après, j'ai terminé. Ça permet de faire un fond pendant qu'on discute. Mais là, voilà. La navigation, là, était assez triviale. Il y avait peu d'évitement et il n'y avait pas de personnes qui marchent. Par contre, il fallait détecter les objets et il ne fallait pas se rater sur l'appréhension. Et si à cette fois-là, on avait eu le nouveau gripper, c'est-à-dire qui nous permet de sentir l'appréhension, on aurait eu un run parfait. C'est sur le dernier objet qu'on s'est raté. On a cru ne pas l'avoir attrapé alors qu'on l'avait attrapé, parce que c'était un sachet plastique qu'on a pu écraser. Et donc notre algo à l'époque pour savoir si on avait réussi le grasping, c'était est-ce que les pinces sont complètement fermées. Voilà. Ok, j'en suis à 13h47, j'ai tenu mes délais à peu près. Si vous avez des questions, des remarques sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je laisse la vidéo en fond. Voilà. Merci Ouais, d'avoir très écouté. bien. Je vois qu'on a des mains qui se lèvent. On peut commencer par Erwan. Peut-être je fais dans l'ordre de la liste, hein. Désolé, vous êtes levé en même temps, Widad. Bonjour. Bonjour. Ah, parfait. Bon, pour commencer, félicitations pour la présentation. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'aurais un certain nombre de questions à poser. Oui. La première question que j'avais, c'était sur une des premières remarques que vous avez fait sur le robot Piper. Je ne sais pas trop en fait, pourquoi est-ce que vous le trouvez horrible? C'est pour des raisons mécaniques ou... Ouais, je me doutais que ça ferait réagir. J'ai exagéré, mais pas tellement. En fait, j'espère que je vexe personne, mais ce robot-là, des retours que j'ai, des ingénieurs qui bossent dessus et des chercheurs qui bossent dessus à la Robocop, il a des problèmes d'intégration et de choix de capteurs. En fait, on sent que sur ce robot-là, qui est une super réussite commerciale a priori, et en tout cas une super réussite esthétique, hein, ce robot est très très beau, ça a été fait aux dépens de choix techniques. Par exemple, le LIDAR, il est catastrophique. Ce robot-là, le LIDAR qui est là-dessus, ça coûte 100 € et ça permet de faire une navigation autonome qui est largement suffisante pour l'épreuve de Robocop. À la place, ils ont choisi un capteur qui est beaucoup moins précis, directionnel. J'ai pas le détail, mais quand je parlais avec l'ingénieur qui bossait dessus, il s'était arraché les cheveux de par la qualité du capteur et aussi par la difficulté qu'ils ont à accéder aux données brutes. J'ai des remarques similaires sur la caméra qui est dans la tête, avec laquelle il est très difficile de faire de la détection. Et enfin, les bras de ce robot-là, ils servent pour faire de la figuration. Sur les specs, ils peuvent lever 500 grammes, mais les capacités cinématiques et la précision qu'ils permettent sont
insuffisante pour faire du graphing. Donc, je suis un peu dur sur le robot, mais pour moi, c'est une réussite esthétique et un échec technique. D'accord. Ma seconde question aussi, c'était concernant du coup le projet pour rajouter des émotions à Thiago avec des sourcils et une bouche amovible. Je me demandais pourquoi vous avez choisi ce type de composant et que vous n'êtes pas plutôt parti sur une solution avec un écran pour exprimer des émotions, comme par exemple pour le robot Cosmo. Oui, alors ça a complètement été considéré et ce n'est pas complètement lâché parce qu'en fait, on a rajouté un écran dessous. On a questionné notre équipe de facteurs humains, ils ont même gratté l'état de l'art sur le sujet. Et une des conclusions, c'était on pense que ce n'est pas fou d'un point de vue interaction que de demander à la personne de cliquoter sur le visage. Et on voulait utiliser la partie tactile de l'écran, on voulait que les gens puissent cliquer dessus. Donc, ils nous ont dit, si c'est pour faire ça, on pense qu'il vaut mieux que l'écran ne serve que à l'interaction et que le visage, ou ce qu'on nous projette comme visage, soit plus simple. Mais je ne pense pas que ça soit une mauvaise piste pour autant que de mettre un visage sur l'écran. D'un point de vue dev, pour faire un truc qui marche bien, qui soit réactif, c'est non nul. Voilà. Et à l'époque, on s'est dit qu'on n'allait pas avoir la bonne personne pour bosser suffisamment dessus pour que ce soit satisfaisant. Mais voilà, c'est la décision qu'on a prise. Je pense pas que ce soit un mauvais plan si c'est bien fait. Et à mon avis, sur Cosmo en particulier, ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Et alors, mon avant-dernière question, ça concernait en fait du coup vos algorithmes de SLAM. Je me demandais en fait si vous aviez fait de la recherche sur des solutions de SLAM 3D en fait, en utilisant justement votre caméra RGBD combinée avec le lidar 2D. Il y a des solutions comme étagère, comme par exemple l'algorithme AirTabMap ou OrbSLAM 2 par exemple. Oui, alors à l'époque, c'est moi qui avais regardé l'état de l'art là-dessus. On s'était posé la question, on n'a jamais rien implémenté ou exécuté sur ce sujet-là parce qu'on n'en avait pas besoin. C'est utile dans d'autres domaines, quand on veut par exemple créer le scan d'une pièce et on se déplace comme ça avec une caméra, ou quand on a un drone qui vole. Pour nous, il n'y avait pas besoin. Alors je dis ça, on s'est quand même reposé la question là récemment dans le projet de cartographie, parce que là il y a du dénivelé et on se demandait si on ne pourrait pas gagner de la précision en faisant du SLAM 3D. Mais on ne l'a pas plus creusé que ça. Voilà. Vous avez de l'expérience dedans ? Alors, c'était juste en fait, vu que je suis jeune diplômé, c'était juste un stage de fin d'études. D'accord. Mais oui, j'ai passé du coup 3-4 mois à étudier l'algorithme AirTabMap. Et ce qui était assez intéressant avec cet algorithme, c'est que c'est un algorithme qui a été développé assez récemment, qui combine vraiment tous les capteurs du robot, c'est-à-dire odométrie, caméra RGBD, lidar, IMU également, et qui peut servir à la fois pour du SLAM et pour du contrôle. Et qui a un système en fait de gestion de mémoire pour justement garder une vitesse d'exécution en temps réel. C'est sorti quand ? Alors, je crois que c'est sorti en 2016 et c'est toujours développé aujourd'hui. Ok. Mais le nom, je l'ai entendu, je ne sais plus si ça faisait partie de ce que j'avais vu à l'époque. En tout cas, je garde la référence. Merci. D'accord. Et ma dernière question, en fait, c'est concernant les caméras RGBD que vous utilisez. De ce que je vais voir, c'est que des Kinect. Non, alors dans la tête du robot, le Thiago, c'est une Orbec Astra Pro, mais c'est le même genre qu'une Kinect. On a testé plusieurs. On a testé aussi les RealSense, les deux qui existent. On s'est posé la question de tester des technologies time of flight, mais pour l'instant, le gap, le gain par rapport aux changements et aux efforts d'intégration ne valait pas le coup. Elles ne sont pas parfaites, mais elles couvrent nos besoins pour l'instant. Je pense qu'on fera l'effort si un jour on a un projet en extérieur, par exemple, pour faire du time of flight. D'accord. Bon, voilà pour toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, Widad, dans l'ordre. On a aussi une question de Xavier dans le chat. Widad. Oui, bonjour. Et merci Rémi pour la présentation. Salut Widad. Super performant.
Alors, j'avais une première question assez générale sur le robot Tiago. Mhm. J'aimerais savoir, étant donné ton expérience et l'expérience Cathy, notamment à travers les Robocup, comment il se situe ce robot? Est-ce qu'on a besoin d'un bras sur une plateforme mobile? Est-ce qu'il faut prendre Tiago? Comment il se situe par rapport au Toyota? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres robots qui seraient plus performants? Quels sont on va dire, les problèmes que ça pose, hein? On ne va pas tenter le paper, mais Ouais, alors ça dépend de quel est l'objectif. Moi, j'ai plutôt un retour très positif sur le Tiago. Euh, J'ai passé beaucoup de temps, il y a 3 ans maintenant, à analyser les différentes options. On avait envie de se faire notre propre robot à l'époque, mais quand on a analysé cette piste-là, ça faisait pas sens. Parce qu'il y a les ressources, il y a des électroniciens, à l'époque, il y avait même un mécanicien, il y a des gens qui font du soft. On avait très envie de se faire notre propre plateforme robotique néo-aquitaine, voilà. Mais ça faisait pas sens. Parce que le temps qu'on arrive à qu'on rattrape un peu ce qui se fait, ça aurait pris trop de temps, et puis en plus, je pense qu'on aurait eu peu de valeur ajoutée. Pour un préhenseur sur base mobile, et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent répondre, qui sont présentes aujourd'hui, Tiago est bien positionné. Le coût, c'est à peu près 50 000 euros. Après, il y a des options. On peut monter ou descendre en fonction de si on veut 0 bras, 1 bras, 2 bras, des capteurs coûteux ou pas. Il y a un concurrent qui est une copie aux États-Unis, mais qui est un peu plus cher. Une gamme en dessous, à l'époque, bon, il y avait Sidroid, mais ils ont coulé, et puis je le conseillerais pas parce qu'ils avaient surtout d'un point de vue recherche, ils avaient repoussé l'approche ROS, qui à mon avis est une erreur. Il y a un robot local fait par Pollen Robotics qui pourrait se positionner, plutôt que 50 000 euros, il se positionne à 20 000 euros. Mais bon, les bras pour l'instant, c'est aussi fait avec du DynamixL. Donc, voilà. Pardon, je me perds dans une liste. Si je réponds de manière un peu plus précise, Tiago, c'est bien dans le sens où il y a pas mal de choses qui sont clés en main. Le support ROS est total. Il y a des choses publiques. En fait, tu peux tester sur un simulateur, sur Gazebo, à quoi ça ressemblerait. Mes plaintes seraient les suivantes. Tout n'est pas ouvert. Si tu veux accéder au bas niveau, tu peux, mais il faut batailler un peu, et puis évidemment, tu perds la garantie. Le bras, il est mieux que ce que l'on obtient si on fait un assemblage de moteurs DynamixL. Bien mieux, évidemment, qu'un paper ou quoi. Par contre, il n'est pas parfait. En gros, il y a des harmonic drive sur l'épaule, donc les 2 moteurs de l'épaule et le coude. Mais sur le poignet, eh bien, ils ont dû faire des engrenages un peu classiques, et donc il y a pas mal de jeux. Et nous, dans les cas extrêmes, et puis même il y a un des moteurs qui peut patiner. Donc en gros, quand tu fais du grasping ou tu appliques un peu de force sur les objets, ça arrive que l'encodeur il patine et qu'il faille. Ça peut se résoudre d'un point de vue soft parce qu'il y a 2 types d'encodeurs. Il y a les encodeurs incrémentaux et les encodeurs absolus, mais c'est pas fait par défaut. Et du coup, le bras, il est bien moins précis et moins répétable que ce que l'on peut voir sur des bras comme un UR, un Dozan ou un Kuka. Okay, donc, juste pour positionner le débat, c'est mieux d'un point de vue préhension que quand on assemble des DMXL, moins bien que ce qu'on a sur un robot Kobo. Par contre, c'est tout intégré. Donc, si c'est pour participer à la RoboCup, moi je dirais que Tiago c'est super comme solution. Si c'est pour un projet industriel où il faut mettre les mains dans le bas niveau, ça se négocie avec PAL, c'est une option, mais peut-être qu'un assemblage de bras Kobo sur une base mobile où on mettrait tout ce qu'on fait pourrait être plus avantageux. d'accord, merci. Alors, j'avais une deuxième question qui est plus relative à la partie reconnaissance texte-son. Tu disais à un moment donné que, en fonction du contexte, donc, je ne sais pas bien compris, est-ce que tu utilises aussi d'autres capteurs de perception pour reconnaître le contexte, ou comment tu infères une reconnaissance? Le contexte au sens de est-ce qu'on est dans la cuisine, c'est ça que tu veux dire? Par exemple, oui. Alors là-dessus, nous, à la Robocop, on fait des choses qui sont simples parce que l'appartement, il est connu à l'avance. L'idée, c'est que tu arrives et tu découvres l'appartement, mais tu as 2 jours pour apprendre des choses. Donc là, nous, on apprend, on fait la cartographie. Ça va être de l'acquis pour le robot. Et nous, à la main, on tag que ça, c'est
la cuisine, ça c'est la chambre, etc. Donc, quand on nous dit, quand l'arbitre demande au robot d'aller dans la cuisine et de chercher un objet, eh bien, pour lui, c'est juste un mapping direct. On a eu un projet où on devait faire un peu de sémantique. Et là, il s'agissait de faire de la détection sur des avions et de se dire, OK, ça, c'est la partie avant de l'avion. Ça, c'est le train. Et donc, je pense qu'il est positionné comme ça. Il existe des algos qui permettent de reconnaître des scènes en se disant, OK, ça, je reconnais, c'est la cuisine. Nous, on n'a pas utilisé. Si on devait le faire, ça se ferait principalement avec la caméra RGB comme input. Mais on n'est pas allé très loin, pas plus loin que ça en tout cas, dans le domaine. Ok, merci beaucoup Rémi. Ça roule. Bon courage pour la suite. Merci. On a une question de Xavier Hinault dans le chat qui demandait, concernant la partie NLP et NLU, combien de types de phrases avez-vous besoin de reconnaître et à combien d'actions différentes cela correspond pour le robot? Ok, alors, si tu veux le détail, il y a le règlement de la Robocup, il y a une épreuve qui s'appelle GPSR, General Purpose Service Robot. Donc là, l'idée, c'est que l'arbitre, il arrive et il te pose une question vaguement générale. Sauf qu'en fait, il y a des catégories. Parmi les catégories, il y a questions de culture générale. Alors, culture générale, quand c'est le cas, la liste de questions est finie. Donc, en fait, c'est juste taper dans une base de données figée, quoi. Question va m'attraper un objet à un endroit. Question de... Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Ça, c'est la spéciale Greg, quand il veut faire du small talk avec un invité international, il ne sait pas quoi dire. Non, attends. Non, attends, Rémi, je pense que Xavier aussi demande peut-être la cardinalité, c'est-à-dire, tu dis qu'il y a des catégories, mais c'est quoi l'ordre de grandeur, tu vois, le nombre de phrases que tu peux... Alors, le nombre de catégories sur l'épreuve, il y en a 5. En fait, il y a 2 types de détection qu'on peut activer. Il y en a une qui est entraînée en dur sur un certain nombre de types de phrases ou de catégories, et c'est ce qu'on utilisait pour la Robocup parce que c'est hyper efficace. On sait à l'avance qu'on va nous questionner soit sur ce domaine-là, soit sur ce domaine. Et donc là, on a 5 domaines différents, et ça marche bien. Mais aussi, on peut activer le mode full dictionary. Et donc là, tu peux faire de la reconnaissance vocale sur n'importe quoi, un peu à la OK Google. Okay. Donc, la partie reconnaissance vocale en mode Open Dictionary, ça marche plutôt bien. Là où c'est dur, c'est une fois qu'on a du texte, comment donner du sens à ça. Et ça, dans le cas Open Dictionary, enfin, nous, côté Robocop, on n'a rien fait parce que c'est trop dur. Ce qu'on sait faire, c'est dans le cas des épreuves où là, voilà, l'ordre de grandeur, c'est 5 types d'interactions, grosso modo. Et après, chacune, elle a ses spécificités. Par exemple, dans le type d'interaction où on te demande d'aller chercher un objet, bah, la variabilité, c'est dans quelle pièce, quels objets, il peut y avoir plusieurs ou pas, ce genre de choses. Mais une fois qu'on tombe dans cette simplification-là, c'est de l'ordre de savoir coder une state machine un peu, où ça part dans tous les sens. Mais il y a rien, d'un point de vue recherche, il n'y a rien de difficile, je pense, là-dedans, pour répondre à... D'accord, mais à quel point c'est robuste en fait, une fois que vous avez développé ça, enfin, ça marche à tous les coups parce que nous on développe aussi des trucs plutôt pour le premier cas que tu dis, avec des réseaux de neurones récurrents où c'est assez réduit, mais par contre au niveau robustesse, du coup on n'a pas un truc qui est défini par une machine bêta, mais du coup c'est vachement plus large, donc ça peut reconnaître du bruit dans les phrases ou des mots qui ont été mal compris, etc. par exemple. Donc ça, je sais pas si ça peut vous intéresser. J'ai peur de dire des conneries parce qu'il y a des évolutions sur la brique Macarena. Il y a le lien que j'ai mis dans ma slide. Et si ça t'intéresse, je peux te mettre en contact avec les gens qui bossent dessus. Eux, ils répondent aux détails. Par contre, je peux te répondre de mon expérience côté Robocup. On avait des problèmes de robustesse aussi. Par exemple, une fois, malgré le fait qu'on avait dans l'approche limitée où on savait le type de phrase qui se posait, et dans la Robocup, ils avaient mis des haut-parleurs. Et des fois, quand tu avais la ligue d'à côté qui faisait du bruit et qui gueulait un truc, et notre robot, il captait ce son-là et il se plantait. Il pensait qu'on lui parlait. Donc, ça marchait plutôt bien, assez bien pour faire fonctionner les épreuves. C'était pas parfait. Et en fait, un truc qui moi, m'a pas mal dérangé, c'est le délai. En fait, on avait des problèmes sur les fenêtres temporelles d'écoute. On avait des fenêtres fixes d'écoute. Et on se disait, OK, tu peux parler de là à là. Et ce qui est pris dedans, ça marche très bien, mais par contre, il faut que tu parles entre là et là. Ça, c'était un mode. Et l'autre mode, c'était open tout le temps. C'est-à-dire que reconnaissance de keywords.
Et donc là, alors moi j'étais en stress total. Moi, celui qui bossait dessus, il disait oui, t'inquiète, ça a marché. Mais en fait, c'était dur. En gros, écoute totale. Et quand on reconnaît des mots-clés, on déclenche l'analyse ou on déclenche une action. Voilà. Il y avait les deux modes et en fonction de l'épreuve qu'on faisait. Si tu veux plus de détails, avec plaisir, je te file les contacts qui roulent bien ou même avec moi. Ok, merci, ouais. Mais effectivement, ça serait intéressant de discuter plus. Ouais. Merci. Ça roule. Ok, je vois le lien pour Map. Jean-Pierre, j'ai vu. Je pense Vincent, qu'on j'ai est bon. vu. On a Erwan qui lève encore la main. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été baissée entre-temps? Non, mes excuses, c'est juste que je l'avais pas baissé. Ok, pas de problème.